Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à notre conférence sur l'inventaire du patrimoine architectural et paysager de la commune du Bug qui se trouve en Dordogne. Je suis Jean Bernard, conservateur du patrimoine stagiaire à l'Institut national du patrimoine et j'ai travaillé sur cette étude avec Xavier Pagazani, également présent ce soir. Oui, bonsoir à tous. Xavier Pagazani, je me présente. Je suis chercheur au service régional du patrimoine et de l'inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine. Et comme vient de vous le dire Jean, nous avons mené ensemble l'inventaire du patrimoine architectural et paysager de la commune du Bug. Alors cet inventaire fait partie d'une opération plus large puisqu'elle s'inscrit dans une opération qui touche l'ensemble de la vallée de la Vézère, plus d'une trentaine de communes, mais aussi plus large dans la mesure où elle fait partie de ces nombreuses opérations en cours menées par le service régional de l'inventaire, dont l'origine est bien sûr à chercher dans sa création dans les années 60 de cette compétence culturelle créée par deux hommes éminents, les deux André Chastel et André Malraux, le ministre des Affaires culturelles, qui, ensemble, vont créer le 4 mars 1964 l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Par la loi de décentralisation de 2004, cette compétence culturelle inventaire est passée aux régions, et donc à la région Nouvelle-Aquitaine depuis la fusion en 2016. C'est dans ce contexte que la région Nouvelle-Aquitaine a engagé une opération d'inventaire de la vallée de la Vézère en partant d'un constat paradoxal. Certes, la vallée de la Vézère est connue mondialement pour ses richesses préhistoriques, pour ses sites préhistoriques, parmi lesquels, bien sûr, Lascaux, Front-de-Gaume, Cro-Magnon, pour ne citer que, et elle a fait l'objet d'une multitude de publications scientifiques sur la préhistoire, mais, comme je le disais, dans un constat paradoxal, finalement, pour les périodes les plus proches de nous, les plus récentes, les périodes historiques, finalement, il y a presque un champ scientifique vierge, en exagérant un peu le trait. Mais c'est bien ça l'idée. En fait, essayer de rétablir la balance, essayer de pousser justement les recherches sur ces périodes plus récentes, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine, pour essayer de comprendre cette vallée de la Vézère dans l'histoire. D'où donc cette opération d'inventaire d'une trentaine de communes de la vallée de la Vézère. Cette opération est aujourd'hui donc en cours dans la partie basse, proche de la confluence avec la Dordogne, sur la commune du Bug. Sur la commune du Bug. L'histoire d'un territoire. En effet, cette commune du Bug donc présente un territoire très vaste avec un relief très contrasté. On voit bien ici sur cette carte à gauche de l'Institut géographique national l'étendue du territoire de la commune, très importante par rapport aux communes voisines comme Saint-Cyr, Campagne, etc. Et sur cette autre carte à droite qui montre le relief, on voit bien la différence entre la vallée en bleu, de relief très bas, inondable, qui se poursuit jusqu'ici où se trouve le bourg, et les reliefs très marqués avec de nombreuses petites vallées. Et on va voir que l'habitat se répartit dans toutes ces zones aujourd'hui. On voit bien ici le grand nombre de lieux-dits, de toponymes, sur tout le territoire, avec de multiples noms, donc à peu près une petite centaine, que nous avons tous visités intégralement pour déceler les éléments patrimoniaux intéressants que nous avons ensuite étudiés. Et il faut dire en effet que cette commune présente un patrimoine très riche, mais pas encore très connu ou reconnu. Si on prend par exemple la liste des monuments historiques, seuls 2 bâtiments sont protégés. D'une part, la grotte de Barabao du Paléolithique supérieur, qui fait donc partie de ce réseau de grottes qui vaut à la vallée sa célébrité,
mais aussi le repère noble de Montpérand de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, donc 2 édifices uniquement inscrits à la liste des monuments historiques, mais nous en avons donc étudié beaucoup d'autres. Donc, la commune du Bug aussi a fait l'objet d'un certain nombre de fouilles archéologiques, de recherches archéologiques depuis le 19e siècle, depuis les premiers archéologues, au sens plein du terme, qui ont cru voir dans certains vestiges, mais cela reste encore à démontrer, une voie principale gallo-romaine de Périgueux à Rodez, dont le tracé passerait par Maisonneuve, la Cave, la Moute, ainsi que le Petit Paris, pour remonter ensuite vers Rodez, comme je l'ai indiqué. Autre site qui ont fait l'objet soit de sondages, soit de fouilles archéologiques, ou quoi qu'il en soit d'une étude depuis le 19e siècle, à noter donc le site de la Barde, où du mobilier antique a été retrouvé. À Malmussou, également des vestiges gallo-romains ont pu être mis au jour. Même chose au fort. Et puis, pour ce qui concerne la période médiévale, 4 sarcophages, là encore au fort, ont été découverts au fort. 4 sarcophages trapézoïdaux. Et enfin, au Bug, nous avons cette mention d'une centena albuconce, c'est-à-dire une centaine, c'est-à-dire une circonscription administrative qui était peut-être déjà présente à l'époque gallo-romaine. Et enfin, une motte castrale qui semble être attestée à la Barde par des recherches récentes, diagnostics récents faits en 2009 par Luc Wozniak. Et nous avons donc procédé de manière systématique et topographique pour l'étude de cette commune, mais nous allons d'abord vous présenter dans les grandes lignes les bâtiments que nous avons pu observer dans leurs grandes caractéristiques, en progressant ici de manière chronologique. Nous avons donc surtout étudié des bâtiments à partir de l'époque médiévale. Donc ici, vous voyez sur cette carte qu'ils sont en fait très concentrés. Vous en avez donc un qui date peut-être du XVe siècle dans le centre, mais souvent sont des datations assez complexes. J'ai donc mis ici en évidence sur cette carte ce seul siècle, mais en fait il faut aussi regarder plutôt avoir une conception plus large de la fin du Moyen-Âge, XIVe et XVe siècle, et en fait on voit que l'essentiel des vestiges se trouve dans le bourg, à l'exception de quelques autres, comme à Malmussou ici, et quelques autres qui n'ont pas encore été répertoriés dans notre base pour l'instant, comme le travail est encore en cours. Et cela se comprend très bien lorsqu'on regarde des cartes anciennes. Ici, le cadastre napoléonien de 1818, donc une première carte systématique jusqu'à la parcelle, que l'on peut comparer aisément avec le parcellaire contemporain. Et on voit d'emblée tout un parcellaire assez irrégulier, ancien, qui correspond en fait à une sorte de croissant au bas du coteau, à mi-chemin entre la zone la plus basse de la vallée inondable et le coteau lui-même. Donc cette zone où s'est développé en premier l'habitat. Et c'est donc naturellement ici que l'on retrouve nos bâtiments médiévaux, donc en bleu pour le XIVe siècle et donc en dessous le XVe siècle pour quelques-uns, dans ce premier centre-ville, où on revoit ici donc ce bâtiment du XVe siècle. Ainsi, certains édifices avaient déjà été bien connus et étudiés depuis le XIXe siècle, même si on a aussi pu apporter des éléments. Si on prend l'exemple de cette maison, on a ici un dessin d'Anatole de Roméjoux qui tente une restitution, mais fautive. On voit ici 3 fenêtres et 4 arches au rez-de-chaussée. En réalité, il n'y en a que 2 fenêtres et 2 arches. Et plus précisément, on voit qu'en fait, le dessinateur s'était basé sur l'ensemble du mur qui, à l'époque, avait son enduit. Maintenant, l'enduit a sauté assez récemment et on voit que ce mur n'est pas du tout construit de la même manière et donc que le bâtiment initial s'arrêtait bien ici. Ici, en revanche, Anatole de Roméjoux a sans doute vu un vestige assez similaire au nôtre, c'est-à-dire assez peu conservé, et s'est donc contenté de reprendre simplement le dessin de cette porte médiévale en ogive que l'on trouve bien aujourd'hui, mais totalement séparée de son contexte.
retrouve en revanche des bâtiments mieux conservés, y compris donc en dehors de la zone urbaine, comme le repère de Montperran, déjà cité, donc lui aussi bien connu, puisqu'il est inscrit au titre des monuments historiques en 1976, mais ça n'est pas le seul bâtiment. Donc on a cité également Malmus-sous-Haut, dans la partie de la vallée, là aussi avec une porte en ogive. Mais évidemment, on y reviendra, il y a de nombreuses datations très complexes, donc c'est une superposition véritable de différentes périodes. Et il y a également l'exemple de Labarde, que je laisse Xavier présenter plus en détail. Oui, ce repère noble de Labarde, qui comprenait également un moulin et une forge, est très intéressant pour les vestiges qu'il conserve, comme on peut le voir à l'écran, avec ce pan de mur qui est percé de 3 ouvertures, une fenêtre, une demi-croisée, pardon, 4 ouvertures, une demi-croisée en partie haute, très remaniée, mais également une petite fenêtre en plein cintre sur un niveau qui éclaire à un niveau intermédiaire, et surtout 2 ouvertures de tir en partie basse qui viennent flanquer l'enceinte du site. Ces 2 canonnières, voici cette photo qui vous les montre en détail, plus en détail. Vous comprenez bien que la matière a disparu, que ces canonnières avaient une forme légèrement différente autrefois. Elles étaient taillées avec un chanfrein droit pour le jour vertical supérieur, qui formait une sorte de petit étrier en partie basse, dont on voit le vestige en partie inférieure, et qui surmontait un orifice de tir circulaire, l'orifice de tir à proprement parler. Le jour vertical étant une fente de visée. Donc, fente de visée verticale en partie haute, pouvant également faire fonction d'archère, et puis orifice de tir pour une petite pièce d'artillerie de petit calibre, tel un faucon. Donc nous sommes là dans un type d'ouverture de tir dont que les spécialistes, tels Jean Mesquit, datent plutôt de la fin du XVe siècle, plutôt des années 1460-1470. Dans la région, on en trouve des exemples, tel celui-ci que je vous montre à l'écran, à gauche, qui se trouve à Lanquet. Et là, même chose, nous devons faire ce petit travail de restitution, puisque les pierres ont été détruites, mais on arrive à restituer par les vestiges encore en place. On comprend très bien quelle était la forme à l'origine de cette canonnière, avec sa fente de visée verticale, là encore avec un chanfrein droit, formant étrier en partie inférieure, qui surmontait un orifice de tir circulaire, là où était la pièce d'artillerie. Donc, comme un point d'exclamation, on retrouve exactement donc le même type de canonnière à Lanquet qu'à Labarde au Bug. Et or, cette canonnière de Lanquet est précisément datée des années 1490, de la dernière décennie du XVe siècle, par des analyses dendrochronologiques que nous avons pu réaliser sur la charpente du château, et qui donc date cette canonnière de Lanquet de 1490. Donc à Labarde, nous sommes certainement dans les mêmes années. Donc maintenant, nous allons arriver, après la période médiévale, sur une autre période, à partir de l'époque moderne, qui est connue de manière plus précise, à la fois par un nombre important d'archives. Il faut dire que pour la commune du Bug, on trouve un nombre d'archives surtout important à partir de l'époque moderne, un peu moins pour l'époque médiévale. Et on doit bien souligner que à partir de cette période, le nombre de bâtiments encore conservés se multiplie, ainsi que les datations associées, qui nous permettent d'affiner, de préciser la datation de ces bâtiments par l'observation, la comparaison. On voit ici un rapide aperçu de ce grand nombre de dates portées sur des bâtiments divers et variés. Donc si on reprend ici rapidement une analyse cartographique, on voit bien que pour le XVIe siècle en rouge, on a cette fois une répartition véritablement sur l'ensemble du territoire de la commune. Et pour le XVIIe siècle, que nous avons un peu moins observé, on trouve néanmoins différents éléments, même si bien souvent un même bâtiment donc, peut dater de ces 2 siècles.
Si on s'intéresse maintenant au centre-ville, donc ici d'abord une première vue des seuls bâtiments du XVIIe siècle qui se répartissent toujours selon le même croissant, ce qui est encore plus visible avec les bâtiments du XVIe siècle dont on voit toujours une polarisation plutôt au nord, mais qui est peut-être due à un meilleur état de conservation et ne veut pas forcément dire que ce croissant n'était pas entièrement bâti à l'époque. Donc pour montrer quelques exemples à nouveau, dans la partie rurale, on voit un certain nombre de fermes avec des éléments caractéristiques, comme ici, une ferme dite à balai, le balai étant un escalier extérieur couvert par un auvent. De cette manière, pour cet autre exemple, à Rotessac, on voit bien également une autre ferme avec un rang de lauze, un élément qui était très présent, et d'autres éléments, voilà, une porte avec un chanfrein droit également. Donc on en trouve de nombreux exemples, mais ce n'est pas toujours évident de les découvrir, et Xavier peut en témoigner. Oui, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans ce type d'opération d'inventaire. Ne nous contente pas à l'inventaire de regarder les bâtiments de l'extérieur et de prendre une photo plus ou moins jolie du bâtiment. Il faut en effet tourner autour de ce bâtiment. C'est là aussi la difficulté de l'architecture. C'est un art en 3 dimensions, donc il faut appréhender dans toutes ses facettes. Il faut en faire le tour, mais aussi il faut rentrer à l'intérieur. Et un bâtiment comme cette ferme de Boutenay, qui semble être juste une grange étable, assez traditionnelle, assez typique, eh bien révèle, lorsqu'on entre à l'intérieur, qu'il s'agit en réalité de toute autre chose. Une fois rentré à l'intérieur, on découvre un évier en place, un évier visiblement peut-être du Moyen-Âge ou de la fin du Moyen-Âge au début de l'époque moderne, avec donc ces corniches sur les côtés pour recevoir une tablette en bois. D'ailleurs, il y a une planche qui est en place sur ces corniches de chaque côté. Donc un évier assez typique des bâtiments de cette période, de ces périodes de l'époque médiévale et de l'époque moderne. On trouve également, effectivement, si on fait le tour, une fenêtre à chanfrein droit. Donc on est très clairement non pas sur une grange étable, mais sur un ancien logis. Sans doute un logis de ferme qui a conservé encore des aménagements assez importants à l'intérieur. Je cite l'évier, la fenêtre à chanfrein droit, mais il y a également une cheminée à l'intérieur de ce. Donc ces bâtiments, il faut non pas se contenter de les voir uniquement sur une façade, sur un point de vue, mais en fait il faut en faire le tour, et puis surtout il faut rentrer pour découvrir vraiment la richesse de ces bâtiments. Et en effet, on peut voir d'autres exemples comme celui-ci, qui est le repère du Breuil, ou peut-être repère, nous reviendrons plus tard sur la question des seigneuries dans la commune. Donc là, nous arrivons plutôt sur le XVIIe siècle avec ce grand escalier extérieur en pierre de taille. Nous avons d'autres exemples, et si, là encore, on s'intéresse aux intérieurs, on peut remarquer ces grandes cheminées, là aussi, du XVIe ou du XVIIe siècle, selon les styles. C'est pas toujours très évident à dater. Donc, on a plusieurs exemples ainsi de cheminées. Voilà, celle-ci également moulurée de manière très soignée, qui montre donc une grande qualité architecturale, y compris dans les parties rurales de la commune. Dans la partie urbaine, on trouve également des bâtiments significatifs de cette époque, comme ici, un bâtiment donc légèrement en surplomb sur la rue, avec ce motif très caractéristique d'accolade, donc de la fin du Moyen-Âge et du tout début de l'époque moderne. D'autres bâtiments comme celui-ci avec cette grande balustrade, plutôt là encore du XVIIe siècle, un peu plus tard, mais c'est un exemple, on voit bien ici les pierres arrachées de bâtiments très complexes à analyser. Il faut s'armer de beaucoup de patience et d'analyse pour essayer de comprendre les différentes facettes, notamment à l'aide de plans. Enfin, on peut avoir des exemples toujours en intérieur assez surprenants, et là je laisse commenter Xavier cet exemple assez particulier.
Oui, là, je vous parlais tout à l'heure de ces maisons à l'intérieur desquelles il faut rentrer. C'est le cas de cette maison située donc place du Temple dans le bourg du Bug, dans la partie ancienne du bourg du Bug. Cette maison qui présente la particularité d'avoir un passage traversant qui vraiment traverse l'ensemble de ce corps de logis étiré en longueur, en profondeur, pardon, excusez-moi, logis étiré en profondeur, donc avec un passage traversant aménagé de quelques marches de faible hauteur et qui mène à un escalier à rampe droite assez intéressant puisqu'il présente un garde-corps en fer, mais en fer forgé. Donc c'est très clairement un garde-corps donc ajouré sans doute du XVIIe siècle et qui est très intéressant aussi parce que il présente des similitudes avec un autre exemple qui est situé dans le couvent des Récollets dans la bastide de Montpazier, donc toujours en Dordogne. Donc voilà, on peut trouver de nombreux exemples et il faut toujours essayer d'aller au-delà des façades. Ici, l'exemple d'une autre grande bâtisse près de la place du Temple, sans doute du XVIIe siècle. On voit ici, par exemple, des traces de barreaux pour les fenêtres, donc de nombreux indices ainsi qui nous permettent d'analyser, de mieux comprendre et parfois déceler des choses, des patrimoines que l'on ne soupçonnait pas. Donc, poursuivons maintenant sur la période suivante avec le XVIIIe siècle, où là on voit une véritable multiplication de ces points. Au XVIe siècle déjà, on avait vu qu'un nombre important de bâtiments conservés se répartissaient sur l'ensemble de la commune. C'est encore plus vrai pour le XVIIIe siècle, qui est une période de grand développement au sein de la commune. Et on peut voir ici qu'on a toujours ce croissant qui se dessine de manière encore plus nette, mais on a également des zones un peu plus périphériques, y compris au sein du bourg qui se développe, donc qui montre une certaine expansion qui va se vérifier un peu plus tard. Et on voit ici apparaître différents moulins qui, là aussi, ont des datations assez complexes, mais on retrouve surtout des éléments en partie du XVIIIe siècle, et donc on voit bien leur implantation le long du cours de l'Adour, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Donc là encore quelques exemples, d'abord en partie rurale, comme cette ferme, avec des éléments qu'on va retrouver, vous allez le voir sur ces différentes images, comme ces génoises qui sont des rangs de tuiles que vous voyez ici, qui permettent de surélever et d'écarter un petit peu le bord du toit, des lucarnes avec des volutes, ces arcs segmentaires qui sont, non pas des arcs en plein cintre, mais un peu plus comme aplatis, des éléments qu'on va retrouver donc sur les différentes baies et dans différents bâtiments. C'est également le cas pour cette ferme qui a vraiment l'intérêt très remarquable d'être très homogène, très bien conservée, y compris pour les portes, les fenêtres. Donc un bâtiment très homogène pour beaucoup de parties et de plus qui montre un certain souci architectural avec ici une entrée très soignée avec des pilastres ioniques, des gouttes doriques, un entablement soigné, aligné avec une volute. Donc là encore, des éléments très intéressants. Et puis ailleurs, on retrouve ici ces schémas de bâtiments rectangulaires réguliers avec ces baies en arc segmentaire. Donc un nombre très important de bâtiments de ce type qui ont des similitudes pour la commune du Bug. Donc là encore, la ferme de l'Adour, on voit ici que ces lucarnes sont toujours présentes, mais remaniées sans doute au 19e ou 20e siècle. Donc on voit aussi des éléments de permanence. Et là encore, aller à l'intérieur nous permet d'avoir quelques renseignements supplémentaires, puisqu'on découvre par exemple cette cheminée qui est vraiment architecturalement, en termes de forme et d'ornementation, très soignée. On voit ici le détail de cette palme au centre et de cette coquille ici, au centre donc de la cheminée qui fait vraiment preuve d'un travail très soigné, très fin, qui montre donc certains moyens et aussi l'ambition de ce propriétaire de ce que l'on pourrait penser être une simple ferme et non qui s'avère un véritable logis. Et on voit bien la segmentation entre ces différentes pièces bien marquées, entre la cheminée du salon que l'on vient de voir et celle de la cuisine ici, donc dans le sein de la même ferme qui n'a donc pas du tout la même forme puisqu'elle a une vertu beaucoup plus fonctionnelle. Je parlais de dates portées tout à l'heure, qui sont ces dates inscrites, peintes selon les cas, directement sur les bâtiments et leurs ornements. Et on a ici l'exemple de la ferme de la Perrière avec cette date portée ici de 1712 qui se trouve sur la clé du porche ici, donc on voit très bien les grands volumes conservés.
Et en fait, cette même bâtisse présente différentes dates, une autre, 1727, à un autre endroit, et on voit bien, avec une observation rapide, la complexité et la superposition des différentes périodes, avec ici une allure générale qui semble cadrer avec le XVIIIe siècle sur la mise en œuvre, mais on voit cet appui de fenêtre plutôt du XVIIe siècle, cette fenêtre très régulière, rectangulaire plutôt du XIXe siècle, etc. Donc, là encore, de l'intérêt de s'attacher à tous les indices possibles. Et si on s'approche cette fois de la partie urbaine, on retrouve là encore des éléments que nous avons déjà soulignés, mais avec cette fois-ci quelques variations qui vont montrer un statut et une certaine richesse. Ici, on retrouve donc nos lucarnes à volutes, nos arcs segmentaires, mais on a ici une façade entièrement en pierre de taille, avec un soin apporté à l'angle. On va en voir d'autres exemples plus tard, où ici, à cet appui de balcon, la petite tourelle ici, par contre, est du 19e siècle. Et donc, on voit également l'implantation en bord de Vézère, qui est donc une implantation liée à un certain agrément, à un certain statut, qui n'est pas anodine. Un peu plus loin, donc juste aux abords immédiats de la ville, on voit cet exemple de couvent, de pigeonnier, également du XVIIIe siècle, qui fait donc partie d'un grand ensemble, on devine ici, avec également une entrée soignée au bout d'un escalier, et à nouveau une grande façade en pierre de taille, donc là vraiment au cœur du bourg, avec ses portes très bien conservées aussi, et cette date portée cette fois-ci dans les ferronneries, donc de la fin du XVIIIe siècle. Donc un grand nombre de façades que l'on trouve dans le bourg, cette autre, avec toujours des lucarnes à volutes, cette façade en pierre de taille, ses angles adoucis, un alignement des baies. Mais il faut, là encore, prêter attention aux différents détails et indices, car à première vue, ce bâtiment semble du XVIIIe siècle avec sa belle façade en pierre de taille, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Oui, en fait, on comprend bien en regardant ce bâtiment, en l'examinant à la fois, là encore, à l'extérieur et à l'intérieur, qu'il présente une histoire beaucoup plus complexe que ne laisserait supposer le simple regard sur sa façade, sur la grande rue, plus précisément, du Bug. En effet, dès que l'on prend un peu de recul et que l'on regarde la façade de côté de ce bâtiment, on comprend qu'en réalité, nous avons affaire à un bâtiment beaucoup plus ancien, du Moyen-Âge, avec un vestige de maçonnerie en moyen appareil de pierre de taille, donc caractéristique de cette période, d'autant plus que ce mur en pierre de taille était autrefois percé d'une porte en arc brisé à claveaux, que l'on comprend, que l'on devine ici, qui a été une porte qui a bien évidemment été murée, en partie bûchée, malmenée et murée, donc comme je le disais, mais on voit bien donc le vestige un vestige de l'époque médiévale. Et donc c'est sur ce vestige qu'à l'époque moderne, au début de l'époque moderne, on est reparti. Donc sans doute après la guerre de 100 ans, on est reparti par une maçonnerie en moellon. C'est la maçonnerie que l'on voit au-dessus justement des claveaux et de ce vestige de maçonnerie en moyen appareil de taille. On voit une maçonnerie radicalement différente en moellon. Et cette maçonnerie date vraisemblablement du début de l'époque moderne, comme le laisse supposer aussi un mur à l'intérieur même du bâtiment. Donc cela semble beaucoup plus évident. Et c'est sur ce bâtiment, donc, qui présente à la fois une partie de l'époque médiévale et des parties transformées et rebâties à l'époque moderne, que au XVIIIe siècle, l'architecte ou le maître maçon est venu poser, plaquer sa façade en pierre de taille. C'est ce que l'on voit donc sur la photo de gauche, avec ce beau plaquage qui vient se raccrocher donc à aux maçonneries plus anciennes. À droite. Et enfin, donc nous avons à cette dernière période, qui est donc l'époque contemporaine des 19e et 20e siècles. Alors je précise bien ici que ce sont des cartes des bâtiments
conserver d'une part et étudier de l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu étudier tous les bâtiments de manière absolument exhaustive et nous sommes notamment concentrés plutôt sur les plus anciens, les mieux conservés, avec donc davantage également d'authenticité. Et donc nous avons privilégié ici les bâtiments du 19e siècle remarquables et sélectionné un nombre moins important du bâtiment du 20e siècle, donc seulement ceux qui avaient vraiment des caractéristiques ou qui étaient révélateurs d'un aspect particulier. Donc on voit ici une carte centrée sur le seul 20e siècle que l'on a retenu surtout des éléments plutôt dans le centre-ville, notamment des bâtiments avec des fonctions, des mises en œuvre particulières. On voit bien ici, donc notamment l'hôtel de voyageurs Royal Vézère ou certains autres bâtiments. Et ici, on aperçoit donc bien cette extension de la ville sur laquelle nous reviendrons plus tard, au XIXe siècle, avec cet ensemble de bâtiments que nous vous présenterons un peu plus loin. Pour avoir donc quelques exemples, en repartant donc sur le terrain rural, on retrouve toujours donc ces fermes très importantes, mais avec certaines caractéristiques, donc des bâtiments parfois encore plus grands, notamment très haut pour ce qui est des toits, mais surtout avec certaines ornementations que l'on voit très bien ici, avec en fait des sortes de bandeaux peints qui font le tour des parois ici, qui en dessinent les limites, mais aussi qui dessinent les limites des baies. Donc une mise en œuvre très, très soignée et très révélatrice donc, de ces bandeaux qui entourent cette zone qui par ailleurs était entièrement crépie, donc avec un effet bicolore très marqué. On le retrouve à divers endroits. Voilà. Après, il peut arriver que ces crépis anciens n'aient pas été conservés par la suite. Donc, on a évidemment une vision partielle. Néanmoins, on connaît encore beaucoup, ce qui nous permet de faire une bonne idée de ce qui était le plus répandu à cette période. Et ici, un autre exemple, donc une ferme où l'on trouve un grand nombre de bâtiments et avec, là encore, des éléments particulièrement soignés de mise en œuvre. Donc ici, on retrouve un adoucissement d'angle qui rappelle en fait certains que l'on pouvait trouver au XVIIIe siècle. Et plus particulièrement, nous avons quelque chose assez singulier au Bug, qui sont ces épis de faîtage, en fait datés ou plus précisément reliés à des dates des années 1830 et 1840. Nous l'avons dit, l'avantage pour nous de ces périodes est qu'il y a un plus grand nombre de renseignements et notamment de dates portées, et ça nous permet de déterminer qu'en fait, il y a une sorte de mouvement, de mode pour ces épis de faîtage à cette période. On en retrouve en effet plusieurs en place à divers endroits de la commune. Et ce sont en fait des éléments assez caractéristiques qui sont assez complexes d'une géométrie. Leur description complète serait donc un composé polyédrique, soit un octaèdre étoilé formé de 2 pyramides imbriquées, un motif répété aux angles de ces pyramides en fractal. Donc un élément assez complexe que l'on reconnaît très bien et qui montre à la fois ce soin architectural apporté à un grand nombre de bâtiments, mais aussi l'existence de modes qui sont intéressants donc à observer également de manière topographique. Enfin, donc toujours sur le territoire rural, on peut observer en termes de disposition une tendance qui n'est pas présente dans toutes les communes à avoir des bâtiments plutôt accolés. On le voit très bien ici. Donc ça fonctionne par accumulation de différents bâtiments qui viennent se raccrocher les uns aux autres, mais avec là encore des soins particuliers apportés à la mise en œuvre. On voit ici ce beau jour circulaire donc du 19e siècle qui nous permet lui aussi de dater un autre élément qui est la lauze que vous voyez ici. Alors donc là, je souhaite vraiment insister parce que c'est un élément vraiment déterminant, structurant pour l'histoire, l'évolution du paysage de la vallée de la Vézère. Il faut vraiment se l'imaginer comme absolument couverte de lauze sur l'ensemble des toits. On en retrouve énormément de traces, mais toujours à l'état de vestige. Donc, on a vu un peu plus loin, un peu précédemment, un autre exemple de lauze, et on voit très souvent qu'en fait, ce sont seulement les parties basses qui sont conservées, qui correspondent en fait à la rondière, à la partie la plus solide, qui va porter l'ensemble du poids des lauzes sur toute la hauteur. Mais nous n'avons trouvé aucun bâtiment encore conservé qui possédait toute sa couverture en lauze. Et pourtant, la quasi-totalité des bâtiments l'étaient en lauze et jusqu'à une période assez récente, puisque ce bâtiment du 19e nous montre qu'on utilisait encore la lauze au 19e siècle, ce n'était pas simplement un héritage de périodes précédentes. Donc vraiment un changement radical dans le paysage dont on ne voit aujourd'hui que quelques vestiges, d'où l'intérêt aussi de ce type d'études pour mieux se représenter à quoi pouvait ressembler le territoire à ce moment-là.
Enfin, si on arrive au XXe siècle, on voit également d'autres caractéristiques qui apparaissent surtout à partir de la fin du XIXe, comme ces pierres débitées de manière mécanique, très lisses, avec des joints très fins, et qu'on peut souvent retrouver en lien avec des dates portées, comme ici 1912, tout début du XXe siècle. Une ferme également à la Perrière, à une cinquantaine de mètres, qui présente d'autres caractéristiques similaires, avec une date de 1924 cette fois, là encore qui vient s'accoler à un bâtiment du XVIIIe siècle plus ancien, de l'intérêt de voir ces différents édifices. Quand on se rapproche maintenant de la partie urbaine, pour le XIXe siècle, on voit là encore ces soins architecturaux, mais avec un caractère, oui, vous le voyez, plus urbain, avec une architecture cette fois-ci en pierre de taille, avec une corniche, on retrouve des lucarnes, mais cette fois-ci plus géométriques, et certains motifs, comme ici une petite accolade en haut de chaque baie, qui permet de rythmer la façade. Et également, pour les autres éléments, on peut noter ici cette grille qui est particulièrement ouvragée et qui porte, cela est encore pratique pour nous, une date 1878, ce qui nous permet de bien dater le bâtiment de la fin du XIXe siècle. Et également de le relier à d'autres bâtiments qui ne sont pas aussi précisément datés, comme ces deux-ci, qui utilisent aussi le motif de l'accolade en haut des baies, mais de manière un peu plus complexe, puisque ce sont en fait des triplets, c'est-à-dire qu'il y a une triple accolade en haut de ces baies, donc formant le linteau. Et on voit bien que dans la même rue, la rue de la République, on retrouve ce même motif. Donc on voit là encore des circulations de motifs. Il faut vraiment penser ces bâtiments non pas comme des éléments isolés, mais comme formant un tout dans un réseau. Et enfin, pour le XXe siècle, on a retenu un certain nombre d'édifices, notamment quand eux-mêmes avaient également des dates portées. Mais on voit évidemment que les matériaux ont beaucoup évolué. Nous sommes ici sur a priori sans doute des parpaings recouverts de crépi, avec des ouvertures menuiserie, donc non plus en bois, mais plutôt en PVC, des formes très rectangulaires, donc un changement très important d'architecture. Mais ça nous permet de dater l'évolution de la commune. Donc on voit bien ici la date de 1932. Et on en trouve en fait un certain nombre, 7 autres de 1933, un peu plus près du centre du bourg, donc rue de la Fort. Et on a également retenu dans notre étude certaines maisons de période plus récente, comme celle-ci, probablement des années 1950, qui a comme particularité d'avoir cette façade avec cette semi-rotonde tournée vers la vallée de la Vézère. Donc là aussi, un véritable soin accordé donc non seulement au dessin, à la forme, mais aussi à l'implantation. Donc des éléments topographiques que nous allons vous présenter un peu plus en détail. Oui, c'est un nouveau chapitre intitulé « Une dynamique de territoire ». Alors, une fois que nous avons dit ça, à quoi servent finalement toutes ces données recueillies sur le terrain dans ces 243 sites visités au cours de ces mois de terrain réalisés par Jean et par moi-même. En réalité, ces bâtiments, toutes ces informations recueillies nous permettent, bien sûr, croisées avec des recherches en archives, nous permettent de finalement restituer l'histoire de l'évolution de la commune du Bug. Et puis, bien sûr, au-delà de la vallée de la Vézère. C'est cela qui nous importe, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le temps, essayer de retracer les grandes évolutions, les grands mouvements qui ont traversé l'histoire de cette commune du Bug. Cité donc dans un caractère du XIXe siècle, je vous le disais tout à l'heure, la centaine du Bug était sans doute un chef-lieu à l'époque gallo-romaine. Époque pour laquelle nous avons tout de même quelques informations, alors pas pour le Bug plus précisément, mais pour d'autres sites dans la vallée de la Vézère, et notamment nous savons que grâce à des fouilles archéologiques menées sur le site des Olivoux près de Montignac, il y avait à l'époque gallo-romaine un vicus, c'est-à-dire presque une ville avec des thermes, avec des bâtiments publics, avec des voies publiques et des temples, donc une cité
déjà implanté à Montignac, ou proche de Montignac, à l'époque gallo-romaine. Mais ce n'était pas le seul site occupé dans la vallée de la Vézère. Il y avait également à Saint-Léon-sur-Vézère, sous l'église actuelle qui date du XIe siècle, une villa de l'époque antique, qui a connu des aménagements à l'époque tardo-antique, et puis à Taillac, autre commune, là encore placée en bordure de Vézère, sans doute une autre villa tardo-antique avec des colonnes à chapiteaux corinthiens. Donc tous ces sites, finalement, indiquent que la Vézère, donc qui est tous situés en bordure de Vézère, comme l'est d'ailleurs le bourg du Bugue, en bord de Vézère, indique que la Vézère était, dès cette haute époque, une voie commerciale importante, dans un trafic d'ailleurs de longue distance, puisque les colonnes que nous retrouvons en remploi au portail de l'église de Taillac sont des remplois, donc, comme je le disais à l'instant, d'une villa tardo-antique à Taillac, mais ces marbres proviennent des Pyrénées. Donc, ce qui prouve, donc, bien sûr, donc l'importation de marbres pyrénéens dès cette époque-là, dès cette haute époque. Et on peut retracer cette grande voie, elle rejoignait bien sûr la Dordogne par la villa très connue de Montcarré. Donc là, je remets le Bugue dans cette zone qui était importante, qui était la vallée de la Vézère, mais qui rejoignait donc la Dordogne, et donc la villa de Montcarré, qui, elle, présente un site, une villa, donc un site très intéressant, puisque là encore, comme à Saint-Léon-sur-Vézère, l'église, à l'époque médiévale, est venue se poser sur les vestiges de la villa gallo-romaine. Quoi qu'il en soit, ces différents sites, situés en bordure de rivières, indiquent très bien donc l'importance de la rivière dans les échanges commerciaux vers Bordeaux et au-delà, comme je le disais, vers les Pyrénées. Et puis, bien sûr, à côté de ce réseau fluvial, il y avait un réseau viaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette voie supposée, hypothétique, encore hypothétique, qui attend donc des recherches, des fouilles archéologiques, mais qui n'est pas complètement farfelue, donc d'une voie antique entre Périgueux, alias Vézouna, et Rodez ou Cahors. Donc des parcours de longue distance. Comme je le disais, cette centaine du Bugue, donc, était le siège d'une circonscription déjà à l'époque gallo-romaine, sans doute, à l'époque gallo-romaine, et qui va voir, qui est mentionné dans un cartulaire du IXe siècle, dans le cartulaire de Saint-Martin de Limeuil. Cette centaine aurait été ensuite intégrée avec Pona et Montignac dans l'Alleux de Limeuil, dont Grimoire de Limeuil et Allot, son épouse, dame de Montignac, étaient les seigneurs en 964. Là, nous avons des repères chronologiques par les archives qui sont très précieux, très précis, mais aussi très précieux, puisqu'on nous parle donc de cette centaine du Bugue, c'est-à-dire que finalement, la centaine du Bugue, le chef-lieu de cette centaine, qui était initialement au Bugue, aurait été finalement transféré dans un autre site, assez proche, celui de Limeuil, ce qui se conçoit très clairement, très facilement, puisque Limeuil présente plusieurs avantages stratégiques. Limeuil est situé ici en bas à gauche de la carte. Limeuil est situé à la confluence de la Vézère avec la Dordogne, donc site éminemment stratégique, et d'autant plus que la topographie est idéale pour une fortification, puisque précisément il y a une colline très haute située à cette confluence, et c'est précisément là que va être érigé un château. Et donc c'est Limeuil qui semble avoir pris le dessus finalement sur le Bugue dès l'époque médiévale, et qui va devenir finalement le siège d'une très importante seigneurie, l'Alleux de Limeuil, qui est attesté donc en 1964. Et c'est précisément à cette date de 1964 qu'Allot
Callot, l'épouse du grimoire de Limeuil, fonde au Bug l'abbaye de Saint-Sauveur, donc un monastère de moniales bénédictines. Autrement dit, le Bug était sans doute à cette époque un bourg abbatial implanté sur la rive droite de la Vézère, dans le dernier méandre que celle-ci forme à 6 km en amont de sa confluence avec la Dordogne et au débouché du vallon de l'Adour. Cette carte vous montre, donc c'est bien sûr une représentation sur fond de carte de Bélem, vous montre ce que devait être cette très importante seigneurie de Limeuil, qui comprenait non seulement le Bug, les paroisses du Bug, mais également celles de Saint-Cyr, de Manoury, de Florac, de Journiac, et j'en passe. Mais cette importante seigneurie était environnée d'autres seigneuries tout aussi importantes. Au nord, par exemple, celle de Miremont, au sud, celle de Bigarroc, qui appartenait à l'archevêque de Bordeaux, et au nord-est, à quelques distances, la très importante seigneurie de Montignac, qui possédait une enclave, la paroisse de Taillac, qui en était donc détachée, mais paroisse de Taillac qui présentait la particularité d'être en contact direct avec l'Alleu de Limeuil. Et donc, dès cette époque, il y avait un maillage ecclésial, on comprend bien, dans la vallée de la Vézère, donc une évangélisation assez précoce de cette vallée de la Vézère, avec la création des différentes paroisses entre le 5e et le 8e siècle, donc une évangélisation très proche, mais à ce maillage ecclésial se rajoutait donc un maillage nobiliaire très important, que je viens de décrire en partie, mais finalement ce maillage était étonnamment assez lâche pour ce qui concerne plus précisément le futur territoire de la commune du Bug, puisque seuls 2 sites que nous avons déjà mentionnés, Montpérant et la Barbe, sont effectivement attestés comme d'anciens domaines nobles. Voilà, c'est assez peu, c'est très peu même pour un tel territoire. Alors après, bien sûr, on peut avancer des hypothèses. Il y a notamment, par les noms, les toponymes, Lamoute, bien sûr. Lamoute fait penser à la Motte. La Motte est donc effectivement à une éminence artificielle qui aurait été bâtie et donc qui était peut-être Lamoute, un ancien siège d'une seigneurie. Même hypothèse à Lagarde, pour les mêmes raisons, à Laborie. Au Breuil, effectivement dans la vallée de la Vézère, mais aussi au-delà en Dordogne, on trouve de nombreux domaines nobles portant ce nom du Breuil. La Lambertie, les Forts et les Forts. Autrement dit, donc comme je le disais, c'est vraiment véritablement hypothétique pour l'ensemble de ces, à l'exception de Montpérant et de la Barbe, finalement, très peu de domaines nobles sont attestés. On est vraiment dans un cas de figure qui est très différent de celui, par exemple, de la commune de Tonac, qui possède une bonne dizaine de domaines nobles attestés, et parmi lesquels pas n'importe quel domaine noble, puisque des domaines nobles assez importants, comme le château de Los, en bordure de la Vézère, ou encore, sur cette même commune de Tonac, le château de Belcaire, qui majestueusement domine sur son éperon rocheux le cours de la Vézère. Donc on est vraiment dans un contexte très différent. Contexte là aussi très différent à Taillac. À Taillac, là encore, une bonne quinzaine de domaines nobles sont plus ou moins attestés, soit par les toponymes, soit par des textes, des archives, des documents d'archives ou par des vestiges en place. Là encore, la Moute, Castel, la Garde, la Borderie. De manière plus sûre, le château des Éisy, le fort de Seine, voilà, Castelgiroux, autant de domaines nobles donc qui d'ailleurs de manière assez significative étaient situés à la frontière, aux frontières de cette paroisse de Taillac avec d'autres seigneuries, celle de Bigarroc et celle de Limeuil, et donc pour défendre précisément le territoire de cette paroisse, ce qui explique donc le nombre très élevé de domaines nobles pour cette paroisse de Taillac.
je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le château des Hésies, donc dans cette paroisse de Taillac, que j'ai pu étudier donc l'année dernière avec ses relevés et cette restitution assez précise, et ce façage de la construction, plutôt de la reconstruction du château des Hésies à l'époque moderne. Et donc replacer cette paroisse de Taillac dans le contexte plus général des seigneuries de l'époque médiévale, c'est un travail donc que j'ai mené sur Taillac, mais qu'il faut également faire sur le Bug. Et on voit vraiment là les deux exemples quasiment opposés. Taillac qui était environné de nombreuses seigneuries et qui explique très certainement son maillage très dense de domaines nobiliaires, à l'inverse du Bug, où nous sommes sur un maillage visiblement beaucoup plus lâche, puisque le Bug est situé en plein cœur du territoire de Limeuil, de l'importante seigneurie de Limeuil, et donc craignait certainement beaucoup moins d'être attaqué. Les cartes anciennes sont aussi très intéressantes parce que qu'est-ce qu'elles nous disent finalement à l'époque, au début de l'époque moderne? C'est que finalement le Bug a une importance secondaire. Comme je viens de le dire et de le démontrer, le Bug fait finalement qu'une composante de l'importante seigneurie de Limeuil. Et on le voit très clairement sur cette carte du chanoine Jean Tard, réalisée en 1594. Montignac, alors là, oui, petite précision, la carte est bien sûr inversée. Le nord est en bas et le sud est en haut. Contrairement à nos habitudes occidentales plus récentes de placer forcément la carte, le nord en haut et le sud en bas. Ici, les deux pôles sont inversés. Et donc, Montignac se trouve en bas, ici, et on voit très clairement son importance dans l'économie de la vallée de la Vézère, mais également Limeuil à la confluence. Donc, ce sont les deux grandes cités importantes dans la vallée de la Vézère, à l'époque médiévale, mais aussi au début de l'époque moderne. Ces deux grandes cités presque concurrentes, l'une située au nord, l'autre au sud, et qui sont donc les sièges de deux importantes seigneuries dans la vallée de la Vézère. Et on voit très clairement que le Bug, ici en bordure de Vézère, n'est vraiment qu'une petite composante territoriale à l'époque. La situation va radicalement changer au cours de l'époque moderne. Et là, c'est finalement notamment la carte de Bélem qui nous en donne à la fois la représentation la plus marquante, mais aussi l'explication. Car tout à coup, on découvre que finalement le Bug, en 1768, la date de la levée de cette carte de Bélem, le Bug est finalement au cœur d'un réseau viaire très important. C'est le Bug vers lequel se convergent toutes les voies toutes les routes commerciales importantes, les plus importantes, vers Périgueux au nord, vers Mussidan, vers Bergerac, vers Bordeaux, ou encore vers Sarlat à l'est. Donc vraiment, tout converge vers le Bug, qui en outre a l'avantage, comme je l'ai déjà dit, d'être en bordure de la Vézère, qui était lui aussi un autre axe très important de commerce à cette époque. Et tout ça, donc, je vous disais, c'est la représentation finalement qui nous donne le mieux à voir ce bouleversement qui a eu lieu au cours du XVIIIe siècle, du XVIIe et du XVIIIe siècle. On voit très clairement que le Bug prend le pas. Donc, il y a une inversion là de modèles. Limeuil, qui était le siège, la ville la plus importante à l'époque médiévale et encore au début de l'époque moderne, devient tout à fait secondaire, et c'est le Bug qui, au contraire, prend le pas et devient vraiment la cité florissante et la plus importante dans le territoire. Pour preuve également, c'est au Bug que se situent 4 foires annuelles, et non pas à Limeuil. C'est vraiment au Bug que sont les foires annuelles, c'est là où convergent tous les commerçants 4 fois par an, et puis bien sûr lors des marchés hebdomadaires, donc une à 2 fois par semaine. Donc
tout converge vers le but qui prend vraiment une importance très grande. Importance très grande qui se retrouve également dans cette carte un peu plus ancienne que la carte de Belém, celle de François Ferry, qui était un ingénieur topographe du roi et qui réalise cette carte de la vallée de la Vézère en 1696. Et on voit très clairement que le Bug et Limoges sont presque à égalité à ce moment-là dans la vallée de la Vézère. Cette carte nous révèle aussi une chose, c'est l'intérêt que portent déjà à cette époque les ingénieurs du roi, mais bien sûr au-delà, bien sûr les intendants du roi. C'est-à-dire c'est presque vice-rois dans les provinces qui étaient les intendants de Guyenne, notamment Boucher et Tourny, et là encore, ce sont nos recherches en archives qui ont révélé qu'il existait une correspondance assez serrée entre ces intendants de la province de Guyenne, Boucher et Tourny, et les ministres Ory et Trudaine, qui eux, bien sûr, étaient à Paris ou à Versailles auprès du roi. Et cette correspondance mentionne à de nombreuses reprises la vallée de la Vézère, notamment au milieu du siècle, pour l'aménagement notamment de la Vézère pour le trafic de marchandises, mais aussi et presque surtout pour l'amélioration du réseau viaire, l'amélioration des voies royales, pour améliorer le trafic commercial entre les cités, et tout particulièrement à partir du Bug. Et c'est bien sûr ce que représente finalement l'aboutissement de ces travaux, de ces énormes travaux que révèle la carte de Belém que je vous montrais tout à l'heure. Autre document d'archives qui nous montre l'importance de la Vézère comme voie de circulation marchande, c'est cette proposition d'un modèle de courroux par l'ingénieur Conrad en 1824. Donc on voit très clairement qu'au XIXe siècle, on continue à s'intéresser à la Vézère comme voie commerciale. D'ailleurs, la Vézère c'est un projet qui date de très longtemps, de vouloir canaliser la Vézère, mais les travaux connaissent un regain d'activité au début du XIXe siècle, et notamment avec l'ingénieur Conrad, qui mène des travaux d'écluses, d'aménagement de la Vézère pour améliorer le trafic sur la rivière. Bien sûr, comme vous en doutez, ces travaux vont s'arrêter brutalement dans le courant du XIXe siècle, lorsque, bien sûr, le chemin de fer va trouver en fait son installation dans la vallée de la Vézère. Il faut bien sûr pour cela attendre le milieu du XIXe siècle, mais déjà, c'est pressenti. Les travaux sur la Vézère vont rapidement péricliter dans les années 1820-1830. Donc finalement, peu de temps après le document archive que je vous montrais précédemment, finalement, les grands projets de canalisation de la Vézère vont tomber à l'eau, si je puis me permettre. Donc, d'où d'autres grands travaux et créations d'ouvrages d'art qui vont ensuite prendre le pas, tels que la construction donc du pont de campagne et du pont dans le bourg. Et bien sûr l'aménagement, la construction de gares ferroviaires sur le tracé de la voie des voies de chemin de fer passant par le Bug. Alors cette évolution ascendante du Bug s'est poursuivie encore bien au-delà de l'époque Glomère, encore au cours de l'époque contemporaine, et cela se lit très clairement dans l'évolution démographique du Bug. La population augmente de manière quasi constante, avec bien sûr quelques infections, mais de manière quasi constante pendant une bonne partie du XIXe siècle, si ce n'est bien sûr au tout début du siècle, la rupture que sont à la fois la Révolution, mais aussi les guerres napoléoniennes. On voit très clairement sur ce schéma
sur ce graphique, cette hécatombe entre 1806 et 1821, avec cette chute brutale du nombre d'habitants du Bug, qui très clairement est liée aux guerres napoléoniennes, mais aussi avec un contre-coup immédiat, puisqu'on voit que dès 1821, on a, après donc cette chute vertigineuse, on a un regain de naissance et d'arrivée d'habitants au Bug, qui d'ailleurs regain qui culmine bien au-delà des niveaux antérieurs à la Révolution et au Premier Empire. Et donc c'est à partir de ce nouveau taux qu'il faut se baser pour la suite, et on voit donc une nouvelle petite baisse au moment de la Restauration, mais ensuite une augmentation quasi constante pendant tout le siècle, jusque finalement dans les années 1880, où là, bien sûr, commence à se voir jour le déclin de l'exode rural qui va se poursuivre pendant une bonne partie du XXe siècle. Et en effet, merci. En effet, on voit cette trajectoire globalement assez similaire pour les dates portées, qui sont ces dates inscrites dont nous avons parlé à plusieurs reprises, qui apparaissent donc pour le Bug surtout essentiellement au XVIIe siècle, mais c'est vraiment au XVIIIe que l'on voit cette tendance qui vraiment décolle. On le voit de manière très nette, et également avec quelques petites inflexions. Ainsi, en 1800, là encore, un creux qui correspond aux guerres napoléoniennes, que l'on retrouve donc tout à fait sur en fait le volume, le nombre de constructions à l'époque que l'on a au Bug, qui nous est donc indiqué par le nombre de dates portées, et par contre une augmentation continue au sein du XIXe siècle, avec donc une déprise à partir surtout du XXe siècle, l'exode rural dont nous avons parlé, mais aussi le fait que nous avons d'une part retenu moins de bâtiments du XXe siècle, et que ces bâtiments n'ont pas forcément gardé la tradition de porter une date, même si c'est le cas pour certains que nous avons retenus. Et maintenant, si on s'intéresse davantage à la topographie de l'ensemble de la commune, on peut d'emblée dire qu'elle se répartit en 3 grandes zones qu'on a un peu esquissées auparavant, qui est donc en rouge ici la partie du bourg, qui est la plus densément peuplée. En orange-brun, ici, la partie des hauteurs, qui est peuplée de manière assez ancienne, et nous avons trouvé énormément de vestiges. Et enfin, la vallée, qui également contenait certains lieux-dits anciens, mais qui s'est énormément développée avec les travaux des 19e et 20e siècles liés aux communications, donc chemin de fer, etc., ponts, pierres, dont nous venons de parler. Et si on prend le temps de regarder la date d'attestation des plus anciens toponymes, on voit bien qu'ils sont répartis dans une bonne partie de la commune. Et encore, je précise que ne sont représentés ici que les toponymes attestés dès le Moyen-Âge et dont l'attestation a pu être reliée à un nom de toponyme actuel. C'est-à-dire que nous en avons également un grand nombre de mentions de lieux-dits à l'époque médiévale, mais les changements de nom, les changements de toponymie ne permettent pas de reconnaître ces noms et de savoir où ils étaient situés. Donc cela donne déjà une idée, mais il faut bien se dire qu'on a peut-être à peine la moitié des mentions que l'on a, et peut-être qu'on avait encore plus de lieux-dits à l'époque médiévale, mais simplement que nous n'avons pas la trace dans les textes connus pour l'instant. Donc si on superpose rapidement cette carte avec celle des 3 grands espaces, on voit bien que le Bug est donc le lieu-dit le plus anciennement cité, avec cet acte de 1964, mais on voit aussi que la plupart des toponymes se trouvent sur cette zone des hauteurs et très peu dans la vallée. Donc vraiment une occupation privilégiée de cet endroit. Et cela se retrouve donc dans la datation des bâtiments, puisque l'on trouve donc un grand nombre de bâtiments du XVIe siècle sur ces hauteurs, donc en rouge, mais aussi du XVIIIe siècle en bleu, avec, on voit tout de même, une certaine concentration aussi
non pas tant dans la vallée que à mi-pente, en bas du coteau, donc non pas tout en bas en zone inondable, mais légèrement au-dessus. On voit bien ce flux ici. Et à l'inverse, le bourg concentre une plus grande diversité de datation, tandis que la vallée, qui a surtout connu un développement au 19e et 20e siècle, regorge de moins de bâtiments que nous avons pris en compte dans l'étude. Mais on voit bien là aussi, pour le peu de bâtiments présents, qu'ils sont de couleurs et donc de dates beaucoup plus variées. Donc on revoit bien ici sur cette carte l'ensemble de la zone sur les hauteurs qui correspondent beaucoup de bleu et de rouge pour les 16e et 18e et la partie de la vallée qui est bien moins occupée. Rapidement, une petite carte plus à titre illustratif qui montre qu'en fait chaque bâtiment est assez souvent complexe avec plusieurs datations. Donc ici en fait on a superposé les différentes couleurs en donnant différents diamètres à chaque cercle et on voit bien qu'un même bâtiment peut, comme ici, avoir 4 datations et voire plus encore. Donc il faut toujours avoir cette idée en tête d'une analyse un peu plus subtile. Et par exemple, on voit bien que le 19e, qui apparaissait très peu sur les cartes précédentes dans les parties rurales, est en fait bien présent, mais concerne pour beaucoup, du moins dans les bâtiments que nous avons étudiés, des édifices qui étaient déjà préexistants et qui ont donc été repris à cette période, qui correspond donc à une période de prospérité importante. Si on s'intéresse maintenant au bourg plus en particulier, donc on voit bien qu'il se loge entre deux coteaux. On voit donc bien ce croissant ici que nous avons déjà décrit, que l'on peut comparer avec l'actuel, mais on distingue d'emblée cette grande voie rectiligne percée au 19e, dont nous allons parler un peu plus en détail, mais avant, un dernier rappel des datations. Donc on voit bien ici le centre le mieux conservé en bleu médiéval, le croissant qui se dessine déjà dans la partie nord avec en rouge la partie 16e, qui se poursuit, mais sans doute plus à cause des bâtiments conservés de manière moins importante que pour des raisons de développement plus tardif, en bleu le 18e, avec toujours pour le 18e une expansion plus marquée, notamment ici, l'apparition des moulins, et enfin, surtout le long de cet axe des bâtiments du 19e siècle que nous avons repérés. Et cette carte à nouveau qui superpose les différentes couleurs nous montre bien que si nous trouvons beaucoup de bâtiments médiévaux et de l'époque moderne sur ce croissant, beaucoup de ces bâtiments ont été repris eux aussi au 19e siècle en violet. En revanche, la rue de Paris, cette rue rectiligne qui a été percée, elle ne contient que des bâtiments datant uniquement du 19e, puisqu'elle n'existait pas avant et ces terrains étaient vierges, ce que nous allons voir à l'instant. Oui, pour vous donner un peu à voir ce qui a pu se passer, ce qui s'est passé pour le bourg, pour le centre du Bug, je pars de cette photographie de 1945 qui révèle justement, qui montre le bourg du Bug en 1945, donc après tous ces grands chantiers qui ont eu cours au 19e siècle et encore au début du 20e siècle. Je pars de ce document et donc je vous montre ici, par ce petit schéma, ce que devait être le Bug autrefois, avec dans le centre l'église paroissiale Saint-Sulpice, avec à proximité bien sûr le presbytère à droite, qui possédait d'ailleurs un petit jardin en bord de Vézère, donc qui donnait des vues sur la Vézère. Il y avait également la halle, le bâtiment de la halle, situé plus au nord de l'église Saint-Sulpice. Il y avait plusieurs maisons et vers l'ouest, le couvent Saint-Sauveur, l'énorme couvent donc fondé en 1964, couvent Saint-Sauveur qui possédait un vaste jardin situé en bordure de la Doue. Ce grand jardin lui-même bordé de l'autre côté par de nombreux jardins de particuliers. Donc un centre beaucoup plus resserré, comme vous l'a dit Jean, beaucoup plus resserré, qui à la fois bordait la Grande Rue, donc c'est cette rue qui finalement était située sur la courbe d'altitude des 60 mètres, à mi-distance entre le haut du coteau et la Vézère, en contrebas.
Donc cette grande rue était un axe principal de constitution, presque la colonne vertébrale de constitution de ce bourg ancien du Bug, et puis de grands bâtiments très importants qui, eux, étaient adossés finalement à la Vézère, qui étaient l'église Saint-Sulpice, la halle, le presbytère et bien sûr le couvent Saint-Sauveur. Ça, c'était la configuration en 1818, que nous montre d'ailleurs le cadastre ancien que vous a montré tout à l'heure Jean. Mais, donc ce bourg va connaître une transformation, une presque métamorphose principalement au cours du XIXe siècle, et tout commence presque en 1849 par la création d'un nouveau cimetière. Création d'un nouveau cimetière, donc en dehors du bourg, à distance du bourg, donc dans le grand mouvement hygiéniste que l'on connaît, et donc création d'un cimetière à distance du bourg. Première étape. Seconde étape, création d'un hôtel de ville. D'un hôtel de ville, mais qui n'est pas seulement un hôtel de ville, puisque en réalité, donc cet hôtel de ville, construit en 1851, est situé au-dessus de nouvelles halles. Et donc, dans le même temps, les anciennes halles sont détruites. De même que l'église Saint-Sulpice, le presbytère et le couvent Saint-Sauveur. Et donc on dégage complètement le centre du bourg de ces bâtiments donnant sur la Vézère. Et donc on ouvre finalement le bourg du Bug sur la Vézère, en même temps qu'on aménage cette petite place triangulaire ici, que j'ai figuré en jaune sur mon schéma. Mais la transformation majeure qui va avoir lieu à ce moment-là, nous sommes dans les années 1860, c'est bien sûr le percement de deux rues. D'abord, la rue du Jardin Public, qui va vers l'ouest, en bas à gauche de l'écran, qui va, donc percement de la rue, donc à l'emplacement de l'ancien couvent, et qui va conduire jusqu'à la place du marché, qui, elle, va être située donc au centre, dans le nouveau centre du bourg, ce qui devient le nouveau centre du bourg du Bug. Et puis, bien sûr, percement de la rue de Paris. Alors je dis percement, c'est pas tout à fait ça, c'est création. Il s'agit bien plus d'une création, puisque, comme vous pouvez le voir, en fait, cette rue de Paris contourne par l'ouest l'ancien bourg. Il contourne par l'ouest l'ancien bourg en passant par les jardins des particuliers, donc qui sont bien sûr rachetés à ce moment-là. Et ce percement, cette création de la rue de Paris va être de grandes conséquences pour la suite de la transfiguration du Bug dans la suite du siècle, puisque c'est sur cet axe que vont s'ériger les grands bâtiments du restant du siècle, et notamment l'église Saint-Sulpice, qui est bâtie en 1869-1875, donc en remplacement de l'ancienne, et donc qui est située donc sur la rue de Paris. Création également d'un beffroi en 1877, création d'un presbytère à proximité de l'église Saint-Sulpice. Et puis, bien évidemment, création de nombreuses maisons qui vont venir finalement se border la rue de Paris. La maison de Giry, qui est une très importante maison dont j'aurais reparlé tout à l'heure, car elle est assez emblématique des bâtiments construits à ce moment-là, et aussi, je la mentionne parce qu'elle est aussi assez bien datée. On sait qu'elle a été construite dans les années 1890, mais comme beaucoup d'autres bâtiments, donc, qui vont venir se placer sur le long de cette rue de Paris, et vont finalement proposer une nouvelle façade qui vient venir encadrer cette rue de Paris. Autre bâtiment très important et aménagement très important, bien sûr, qui interviennent à la fin du siècle, c'est de manière assez secondaire, en 1893, un portique qui est adossé à l'hôtel de ville, mais c'est surtout l'élément majeur, c'est bien sûr la construction d'un pont qui vient franchir donc la Vézère et vient à
précisément arrive en plein centre du bourg, du nouveau bourg du Bug, dans la place du marché, sur la place du marché, et qui est concomitant avec l'aménagement de quais. Voilà pour résumer dans des grandes lignes les grands aménagements que connaît le Bug au cours du siècle. Il faut rajouter bien sûr au début du XXe siècle, en 1923, un dernier petit rajout, c'est la fontaine publique en 1923, donc qui s'ajoute à la petite place triangulaire que vient désormais border la rue de Paris. Je reviens, j'attire votre attention sur l'un des immeubles de cette rue de Paris, qui précisément a été érigé au cours de cette période, après bien sûr le percement de la rue de Paris. Je vous montre cet immeuble parce qu'il est très intéressant. Il vient, comme vous pouvez le voir sur le schéma, s'adosser à d'autres bâtiments plus anciens. Or, précisément, on a une vue très claire de ce qui s'est produit grâce à ce détail que je vous montre de ces deux immeubles, précisément l'ancien à droite et le plus récent à gauche. Et on voit très clairement qu'il s'agit d'un plaquage du nouveau sur l'ancien, puisque l'on voit ici sur la photo de droite le détail de la maçonnerie à droite du bâtiment ancien, donc qui avait une façade sur le côté et contre lequel est venue s'appuyer la maçonnerie de l'immeuble plus récent à gauche. Et voici cette carte postale, donc on est vers 1900, après les grands travaux que je viens de vous décrire, cette carte postale qui finalement vous montre le résultat de ces grands travaux, avec à droite l'hôtel de ville, son beffroi et son portique couvert en terrasse pour donner des vues sur la Vézère. On voit le grand dégagement bien sûr de la place du marché, bordé de ces bâtiments, de ces nouveaux bâtiments pour certains, donc dégagés bien sûr de l'ancienne église Saint-Sulpice, du presbytère et du couvent. Et puis, bien évidemment, du pont moderne qui vient franchir la Vézère au Bug et qui donne cet axe magnifique vers le centre du Bug. Et enfin, patrimoine varié. Nous arrivons sur notre troisième et dernière partie qui aborde de manière plus thématique quelques particularités de ce patrimoine au Bug, sur quel thème on retrouve un nombre de vestiges importants qui montrent en fait tout simplement les activités pratiquées dans la commune, dont certaines ont été oubliées aujourd'hui. Nous commençons par le patrimoine dans la partie rurale de la commune, avec donc différents patrimoines liés aux activités économiques. On voit ici une typologie très variée. Ainsi, vous avez un grand nombre donc de fermes, évidemment, dans la partie rurale, plutôt en beige, mais aussi des maisons, aussi bien dans la partie rurale, mais surtout dans la partie urbaine. Et puis, tout un lot de moulins, surtout au bord de l'Adour, et une diversité plus grande encore dans le centre-ville. Et on voit là encore que ces éléments, donc surtout fermes et maisons, se répartissent pour la partie rurale bien plus tôt dans la partie donc concernant les hauteurs, et le bourg concentre une bonne partie, notamment la plus grande diversité. Donc commençons par les moulins, dont on trouve un grand nombre, comme on le voit sur cette carte, en fait sur le cours de l'Adour essentiellement, ou l'un de ses affluents. L'essentiel en fait se trouve sur la fin du parcours de l'Adour, tout simplement, puisque c'est là qu'on a la plus grande force motrice. Donc celui-ci est un peu une exception. Et on voit bien, en se resserrant donc sur la zone du bourg actuel, que la plupart de ces moulins se trouvent donc vraiment dans la dernière partie de ce cours d'eau. Donc ces moulins sont implantés de manière très ancienne. Donc on a dit dans le bourg qu'on avait des éléments qui dataient très certainement du XVIIIe siècle, mais on a aussi d'autres vestiges plus anciens. Et donc il faut encore préciser la datation. On voit ici par exemple le moulin donc dans le centre du bourg, aujourd'hui la médiathèque, qui contient d'ailleurs encore une ancienne roue à aube en bois à l'intérieur. Mais si l'on trouve ces éléments anciens,
il faut bien dire que la plupart ont été, pour ceux encore conservés aujourd'hui du moins, repris au XIXe siècle avec ces grands bâtiments, notamment des fois à côté du moulin, qui servent de résidence ou d'autres fonctions. Donc on voit que ces moulins étaient encore très actifs au XIXe siècle pour divers usages. Si on passe maintenant aux questions de la viticulture, quelque chose qui peut davantage surprendre, car on n'en voit absolument aucune trace aujourd'hui. Cette viticulture est bien oubliée. Pourtant, les cartes, comme celle de Bellet, donc en 1768, nous montrent bien une présence très importante des vignes. Ici, on a rehaussé en violet toutes ces zones, et on voit donc que l'essentiel, voire la quasi-totalité des coteaux exposés au sud, étaient plantés de vignes au XVIIIe siècle, et c'est un phénomène qui s'est encore accentué au XIXe siècle. Ce qui a stoppé cela très net, c'est la crise du phylloxéra, bien connue à la fin du XIXe siècle, qui a totalement bouleversé ces territoires. On voit ici sur cette photo que la colline est entièrement recouverte de bois. A l'inverse, cette même colline, en 1916, était entièrement nue, déserte. En fait, on voit ici la trace des vignes arrachées après le phylloxéra, et rien n'a encore eu le temps de repousser, et l'on n'a rien de replanté. Donc, il faut s'imaginer que ce paysage de collines couvertes de bois était très différent, et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec donc un grand nombre de vignes et de parcelles mises en culture. Donc là encore, tout comme pour la Lose tout à l'heure, une évolution fondamentale et vraiment assez surprenante du paysage, à laquelle on ne pense pas forcément. Et donc aujourd'hui, on n'a plus que quelques vestiges, comme certains foudres de cuvier oubliés dans certaines caves, ou des bories, qui sont ces petites cabanes en pierre sèche, donc abritant les vignerons. On trouve encore quelques vestiges, mais rien que de très résiduel, comme vous pouvez le voir. Une autre culture, encore plus récente, mais néanmoins assez oubliée, c'est celle de la tabaculture. On voit ici les fils utilisés pour sécher le tabac, donc ils sont encore en place, mais comme peuvent en témoigner les toiles d'araignée qui ne sont plus utilisées depuis bien longtemps. Et donc ces séchoirs à tabac sont des bâtiments très caractéristiques du XXe siècle, donc en bois, pour bien prendre la chaleur, dans lequel on va donc sécher le tabac, mais pour le protéger de l'humidité du sol, on va les faire reposer sur des murets en pierre, comme vous pouvez le voir ici. Et on trouve un très grand nombre sur l'ensemble du territoire communal. Mais on a aussi d'autres cas, comme ici, une maison avec sa cheminée, ses fenêtres, son évier, reconverti en séchoir à tabac, et on voit encore donc l'abandon actuel avec ses fils pour sécher le tabac qui pendent et cette charpente qui n'a rien à voir avec les bâtiments qu'on a vus récemment. Donc on voit à quel point cette culture était présente dans des bâtiments dédiés ou récupérés. Une autre activité encore est celle des tuileries, là aussi très peu présente, avec des vestiges sous les fourrés ou sous également une végétation très importante, mais un peu plus visible. Donc si on a repéré au moins 3 tuileries à travers différentes cartes et mentions, on a trouvé très peu de vestiges. Néanmoins, celui-ci est très intéressant, mais là aussi j'attire votre attention sur le fait qu'il est très menacé, comme beaucoup d'autres vestiges que nous avons vus, et spécialement de ces périodes, notamment liées à des activités techniques ou industrielles, alors que c'est un patrimoine tout à fait intéressant et remarquable par son architecture. On voit ici le soin apporté à l'arc en briques, donc qui forme en fait un arc gothique, néo-gothique, en arc brisé. Donc là aussi une mise en œuvre tout à fait intéressante et qui est totalement oubliée aujourd'hui donc dans la forêt. Si on passe maintenant au patrimoine urbain, donc on a une typologie encore plus variée, donc moins technique, mais plutôt sur un aspect résidentiel évidemment, mais aussi sur certains services. Donc on voit bien ici les maisons en orange qui représentent l'essentiel du corpus évidemment, centré surtout sur ce croissant et la rue de Paris, mais en plus de cela, nous avons donc les moulins sur le bord de la Doue, mais aussi l'hôtel de voyageurs déjà mentionné, donc aujourd'hui hôtel Royal Vézère, l'hôtel de ville ici, ou l'église et le presbytère que nous avons mentionnés. Et en effet, pour l'hôtel de ville, je laisse la parole à Xavier, qui l'a étudié plus en détail. Oui, je vous ai exposé les grandes lignes de l'évolution, de la transfiguration, pour être tout à fait précis, du Bug au XIXe siècle. Parmi donc ces grands chantiers menés dans le courant du XIXe siècle se trouve bien évidemment la construction de l'hôtel de ville, qui, comme je l'ai dit, rassemble à la fois l'hôtel de ville, mais également les halles et un beffroi
Et donc, cette évolution, ces fonctions aussi ont connu une évolution dans le temps, puisque, comme nous l'indiquent plusieurs dates portées, le bâtiment, en fait, ne s'est pas construit d'un seul jet, mais en plusieurs phases de construction. La première, la plus importante, c'est bien sûr la construction de la halle avec l'hôtel de ville situé au-dessus en 1851, c'est la date portée que vous avez en haut. Et puis, c'est rajouté à ce bâtiment, ensuite, le beffroi en 1877. Cette date figure sur l'un des pilastres du beffroi. Et enfin, dernière phase, celle-ci documentée grâce à des archives, en bas à droite, c'est la construction de ce portique couvert en terrasse, bordé par un garde-corps à balustre, donc d'une balustrade, pour donner des vues sur la Vézère, située donc au sud du bâtiment, qui elle est intervenue en 1893. Pour résumer donc cette évolution, ce plan mise au net du bâtiment au rez-de-chaussée, qui vous montre donc les phases de construction de 1851, d'abord pour la mairie halle, 1877 pour le beffroi avec son escalier intérieur, et enfin le portique couvert en terrasse en 1893. Voilà. Et enfin, dernière évolution de ce bâtiment, c'est la construction d'une marquise qui vient couvrir et protéger la terrasse créée en 1893. Et donc cette marquise, elle est elle aussi documentée par ce dessin à la fois en coupe en élévation et technique, dessin qui date donc de 1933, donc on est en 1933 pour la création de cette marquise qui vient protéger la terrasse. Autre édifice très important dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est bien sûr l'église Saint-Sulpice qui est construite entre 1869 et 1875, mais qui en fait voit un début de projet dès 1863, donc peu après la création de la rue Paris. Et donc en 1863 datent les premiers projets de l'architecte en charge de cette construction. Il s'agit de l'architecte Jean-Jacques Vallotton, donc qui est un architecte diocésain qui a notamment travaillé en 1866-1867 à la cathédrale de Bordeaux sous la direction de l'architecte un peu plus célèbre Dabadi. Et donc, architecte Jean-Jacques Vallotton, à qui on doit notamment la construction de l'église Notre-Dame de l'Ayrac. Et donc, c'est cet architecte qui intervient, qui construit l'église Saint-Sulpice du Bugue, comme je l'ai dit, en 1869-1875. Par ailleurs, cet architecte est secondé pour la sculpture par un grand architecte angevin, Victor Barillet, dont la signature se retrouve en plusieurs endroits de l'église, mais également pour les vitraux par Jean Becerrillas, peintre verrier qui s'est établi à Périgueux à partir de 1871 et qui, pour l'église Saint-Sulpice du Bugue, va créer un ensemble tout à fait rare de 27 vitraux entre 1874 et 1876, vitraux qui vont illustrer des scènes des évangiles et des vies des saints, dont un vitrail représentant le baptême, le mariage et le départ de Saint Alexis. Voilà pour cette église du Bugue qui, comme je l'ai dit aussi, est accompagnée par la construction d'un presbytère dans le même temps. Autre grande période de travaux que nous avons également évoquée, mais assez brièvement, c'est cette période des années 30 qui voit la construction de plusieurs bâtiments au Bugue, et notamment de ce dispensaire donc qui est situé pour le coup à l'ouest de l'Adoue, dans ce nouveau quartier finalement émergent encore dans ces années 30, qui est ce quartier ouest du Bugue, et dont nous avons trouvé aux archives départementales de la Dordogne les plans, les projets, ici l'élévation. Vous pouvez d'ailleurs comparer les deux documents, le document et la photo de l'état actuel qui montrent que le projet a bien été mené conformément au projet initial. Par
particularité architecturale, en effet, le BUG comporte certaines particularités architecturales. Et notamment dans cette période du 19e siècle, dont nous avons déjà abondamment parlé, Jean et moi, mais sur laquelle il faut encore revenir parce que, effectivement, elle se distingue par la construction d'immeubles qui, pour certains d'entre eux, n'ont finalement rien à envier à Bordeaux. Et notamment, je vous montre à l'écran cet immeuble qui se situe à l'intersection, à l'angle des axes privilégiés que sont désormais au XIXe siècle, à partir du milieu du XIXe siècle, la rue du Jardin public à gauche et la rue de Paris à droite, et autrement dit un immeuble d'angle, et dont l'angle précisément donne sur la place du marché. Donc une situation, une implantation éminemment privilégiée, d'où le traitement par l'architecte des façades de l'immeuble, et notamment avec ce balcon filant sur les deux faces de l'immeuble, balcon filant qui vient marquer de manière encore plus prégnante le traitement de l'angle de l'immeuble qui, comme vous pouvez le constater à l'écran, est adouci. Vous le voyez encore mieux sur ce détail donc qui vous montre très clairement l'adoucissement de l'angle de l'immeuble, c'est-à-dire que vous voyez, ça forme un quart de rond. En fait, l'angle n'est pas un angle vif comme habituellement, mais forme quart de rond. Et cet angle est d'autant plus mis en valeur qu'il est accompagné par deux pilastres colossaux de l'ordre ionique. Donc l'ordre ionique, je vous montre ici, caractéristique par ces volutes, ces chapiteaux à volutes ici, et donc qui viennent marquer, qui viennent encadrer l'angle de l'immeuble de manière assez belle, assez esthétique et très élégante, il faut bien le reconnaître, et pilastres colossaux qui viennent porter un entablement qui lui aussi est très élégant, avec ces petites consoles à volutes et ces patères tout à fait superbe. Donc une qualité, un soin apporté aux détails de sculpture, à la qualité architecturale, mais aussi à la qualité de sculpture, qui, comme je le disais à l'instant, finalement a assez peu à envier aux plus beaux exemples bordelais de la même époque. Autre exemple aussi très intéressant, cet immeuble situé rue du Jardin, qui est créé quasiment à la même époque, donc dans la seconde moitié du XIXe siècle, où d'ailleurs on retrouve un traitement assez similaire à l'immeuble que nous venons de voir à l'angle de la rue du Jardin et de la rue de Paris. On est à quelques centaines de mètres de l'exemple précédent, avec donc ce traitement du bâtiment, donc où on retrouve des lignes de refend, des refends, qui viennent animer la surface murale de la façade, et c'est sur cette surface murale que viennent se plaquer des pilastres colossaux de l'ordre, là encore, ionique, pilastres lisses, qui portent un immense entablement, donc à l'échelle du bâtiment, et donc dans une écriture architecturale tout à fait élégante, néoclassique, du plus bel effet. Voici un détail de ces lignes de refend, de ces pilastres colossaux lisses qui viennent se plaquer sur ce fond du bâtiment. Autre exemple, cette fois-ci situé sur la rue de Paris, de cet immeuble, là encore un immeuble d'angle, où on voit que l'angle, là encore, autre traitement d'un architecte, il coupe l'angle pour pouvoir passer à la fois une porte d'entrée, un balcon sur l'angle qui est commandé par une porte-fenêtre, avec là encore un traitement très soigné, puisque au-dessus de la porte en arc segmentaire se trouve un cartouche de cuir découpé où figurent en bonne place les chiffres du propriétaire. Autre exemple, je parlais tout à l'heure de l'immeuble Giry, le voici, je vous le montre. C'est cet élégant immeuble du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle, avec là encore un balcon filant
du plus bel effet, auquel est superposé des fractions de balcons à l'étage supérieur, balcons qui sont portés par de superbes consoles, là encore avec une sculpture très fine, une sculpture très ciselée, finement ciselée, là encore très élégante, y compris dans le détail, et qui vraiment confère à cet immeuble qui donne donc sur cette nouvelle voie de la rue de Paris, nouvellement créée au XIXe siècle, là très clairement un cachet grandiose. Je vous parlais des particularités que nous avons pu remarquer, Jean et moi, au BUG. L'une de ces particularités touche précisément les portails. Les portails, en effet, il semble-t-il, au BUG, maître maçon et architecte ont aimé créer de beaux portails. Du moins des portails qui se démarquent de la production courante. Le premier d'entre eux que je vous présente, c'est celui de la maison de Lagarde. Donc Jean vous a montré tout à l'heure la ferme de Lagarde. Voici le détail de cette porte de Lagarde datée de 1742. Et donc portail qui a la particularité d'être composé de pilastres portés sur des petits dés, pilastres qui sont visiblement d'un ordre ionique, là croyez-moi sur parole. On a là encore des petites volutes assez maladroites, il faut bien le reconnaître, mais il s'agit bien de volutes de l'ordre ionique, et auxquels sont superposés un entablement qui, lui, de manière assez hétérodoxe, relève plutôt de l'ordre dorique, donc avec ces gouttes doriques que l'on reconnaît très clairement par leur forme triangulaire située sous le bandeau de la frise de l'entablement. Et donc ce cadre de portail assez élégant, il faut bien le reconnaître, qui vient donc encadrer la porte d'entrée du logis de Lagarde, eh bien on le retrouve, donc daté de 1742, eh bien on le retrouve au centre du bourg du BUG en 1771, reproduit de manière quasi littérale. On retrouve en effet des pilastres sur des petits dés, montés sur des petits dés, pilastres ioniques, d'un ordre ionique là encore assez maladroit, qui supportent un entablement qui visiblement ressort de l'ordre dorique. Là encore, même hétérodoxie qui se remarque dans les deux exemples. La seule différence finalement la plus importante entre les deux exemples, c'est que à Lagarde, nous avions une porte en arc segmentaire, alors que sur le portail de la Grand Rue, nous avons une porte en plein cintre, en anse de panier, pardon, excusez-moi. Une porte en anse de panier. On retrouve finalement le même schéma, un peu plus presque en face, mais plus tard, en 1780, dans cette même Grand Rue, on retrouve effectivement une porte en arc segmentaire avec un encadrement à peu près similaire, quoique plus réduit. En fait, comme si on avait un peu épuré la forme. Mais l'idée est la même finalement. Nous avons bien deux pilastres d'un ordre, là, qui visiblement n'est pas dorique, n'est pas ionique, mais plutôt ionique. Pilastres qui sont montés sur des petits dés et qui portent un entablement qui lui aussi est réduit à sa plus stricte expression, à sa plus simple expression. On retrouve un peu plus tard, cette fois-ci en 1796, sur la place du Tard, c'est-à-dire en bas de la Grand Rue, un exemple assez semblable à l'exemple précédent de la Grand Rue de 1780, mais cette fois-ci avec un grand portail en plein cintre qui vient pénétrer dans l'espace formé par le cadre des pilastres et de l'entablement. Mais on a toujours le même schéma. On est sur le même schéma depuis Lagarde en 1742. On retrouve à chaque fois le même schéma, le même cadre de pilastres portant un entablement qui vient souligner, qui vient mettre en valeur la porte d'entrée de la demeure. Et ce, jusque dans le XIXe siècle. On retrouve rue du Calvaire encore un exemple
là encore plus fidèle de l'exemple précédent de la place du Tard de 1796. On retrouve quasiment le même portail. Donc très clairement, nous avons affaire à une typologie qui a eu cours au XVIIIe siècle et visiblement encore au XIXe siècle, au début du XIXe siècle. Mais cette typologie ne s'arrête pas là. Donc je ne vais pas vous montrer tous les portails du Bug qui relèvent de cette même typologie, mais je vous montre les plus emblématiques, mais aussi ceux qui, pour le coup, n'ont pas de datation. On peut imaginer qu'ils sont du XVIIIe siècle, au regard de ce que nous avons vu précédemment, et où, très clairement, là, on retrouve la même structure, avec ces pilastres, cette fois-ci un peu plus larges, mais on retrouve cette même structure de pilastres sur des dés, et qui portent un entablement, cette fois-ci très clairement dorique, même si les gouttes doriques ne sont pas là, nous avons bien des triglyphes et des paltères alternés qui animent la frise de l'entablement. Et or, ce portail a sa sœur jumelle dans la rue de la République, dans cette belle maison que vous a montré Jean tout à l'heure. On a exactement la même forme, qui est d'ailleurs dans un portail qui est peut-être construit à la même époque par le même architecte ou maître maçon. Un autre exemple, lui aussi situé Grand Rue, où là nous avons la version simplifiée, celle que nous avions vue précédemment, mais dans une version simplifiée de ce portail. Donc une typologie qui visiblement a eu cours au XVIIIe siècle, encore pendant tout le XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, mais qui peut-être trouve son prototype dans l'une des maisons du bourg du Bug, dans cette maison qui très clairement date de la seconde moitié du XVIe siècle. Ce qui nous permet de dire ça, ce sont bien sûr ces fenêtres que je vous montre à gauche et à droite, ces fenêtres qui sont d'anciennes demi-croisées. Donc on voit très clairement les cabochons en pierre là où était la traverse de la demi-croisée, qui venait barrer donc le cadre de la fenêtre. Et donc ce cadre de fenêtre possède un ébrasement constitué d'une doucine, donc d'une moulure classique d'une doucine. Et cette moulure classique dans l'ébrasement, cette doucine dans l'ébrasement, on la retrouve dans toutes les baies du bâtiment. Et donc très clairement, toutes ces baies datent du XVIe siècle, de la seconde moitié du XVIe siècle, que ce soit les deux baies d'angle, les deux baies jumelles qui sont à l'angle du bâtiment, mais aussi pour le portail d'entrée au rez-de-chaussée, on retrouve cette doucine qui vient former l'ébrasement de la porte d'entrée. Or, cet ébrasement de la porte d'entrée est lui-même encadré par un portail. Un portail qui, très clairement, a subi les outrages du temps, mais quoi qu'il en soit, on reconnaît bien les petits dés qui portent une base, des pilastres. Des chapiteaux ont disparu, mais étaient là. Ils ont été tout simplement bûchés, de même que la corniche située au-dessus, mais dont l'appareillage laisse très clairement voir qu'elle était là. Donc, nous avons peut-être affaire ici au prototype des portails. Quoi qu'il en soit également, nous savons que ce type de portail a un antécédent et a connu donc une carrière, une lignée assez longue, assez fructueuse. Très clairement, ce motif a beaucoup plu dans la commune du Bug. Alors, juste un dernier mot, avant de conclure. Parmi les particularités du Bug, il faut que j'insiste je terminerai sur ces particularités. Il faut absolument que j'insiste sur un point. Tous les portails que je vous ai montrés précédemment portent une particularité également qui est tout à fait intéressante et je n'insisterai jamais assez, c'est la présence aussi des vantaux anciens. En effet, nombre de maisons et de fermes du Bug, de la commune du Bug, ont miraculeusement gardé leurs éléments de second œuvre, c'est-à-dire les vantaux des portes, voire des fenêtres, voire des ferronneries, voire des ferrures, autant d'éléments qui
généralement disparaissent très rapidement, très souvent. Or, là, l'une des particularités du BUG, c'est d'avoir conservé nombre de ces éléments. Là, je vous montrais à l'instant les portes, les vantaux et les impostes de ces belles portes du BUG, mais je reviens aux exemples précédents. Tous ces vantaux en bois que vous voyez à l'écran, précisément, datent de l'époque de la construction du portail. Et donc, c'est vraiment des éléments tout à fait intéressants et j'attire vraiment l'attention parce que c'est très rare d'avoir autant d'éléments de seconde œuvre encore en place, et c'est le cas au BUG, et y compris, comme vous pouvez le constater, dans les hortoirs de porte, dans les poignées de porte, dans les impostes ajourés ou vitrés, comme c'est l'exemple, comme vous le montre l'exemple central, la photo au centre ou encore à droite, où l'imposte ajouré en ferronnerie ajourée qui porte le chronogramme 1796, voilà, ce sont des éléments qui sont tout à fait rares et qu'il faut absolument préserver. Et nous arrivons maintenant aux conclusions, donc sous forme de perspective, c'est-à-dire que cette étude de la commune du BUG, d'une part, doit encore être approfondie avec maintenant, après la phase de terrain, il y a encore des travaux à fournir, notamment sur différents aspects, que je laisserai Xavier développer. Et je dirais d'emblée que, pour ma part, les perspectives que m'ont donné cette étude sont surtout des perspectives professionnelles, puisque maintenant que mon stage se termine, je peux dire que j'ai vraiment beaucoup appris, à la fois sur le terrain et avec la consultation de documents, et puis ensuite le travail sur toutes les données, sur toutes les photographies, j'ai vraiment beaucoup appris grâce à l'étude de cette commune du BUG, qui a vraiment, par son territoire étendu et son patrimoine varié, été un terrain d'apprentissage vraiment très fructueux et qui me sera déterminant et vraiment très utile pour la suite de ma carrière. Et je laisse Xavier présenter les perspectives de l'étude en particulier. Oui, merci Jean. Oui, en effet, les perspectives d'études de la commune du BUG sont très importantes, à commencer bien sûr celle assez habituel bien sûr, mais qu'il faut rappeler bien sûr les recherches en archives, que ce soit d'ailleurs les archives départementales en Dordogne, en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais également aux archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France. Bref, autant de fonds publics, voire privés, également privés, qu'il nous faudra consulter pour enrichir justement cette enquête de terrain que nous avons menée pendant plusieurs mois avec gens. Donc un gros travail d'archives en perspective. Et puis autre perspective, c'est bien sûr dans nos méthodes maintenant d'études à l'inventaire, nous avons rajouté un autre aspect, c'est bien sûr les analyses d'ordre chronologique. Et tout particulièrement dans la vallée de la Vézère, nous avons daté de nombreux bâtiments à ce jour dans la vallée de la Vézère grâce à ces analyses d'ordre chronologique. Donc, petit rappel, c'est la datation des bois de gros œuvres, des bois de charpente, mais aussi des plafonds, essentiellement de charpente et de plafonds dans les bâtiments, et qui nous permettent finalement de dater la structure du bâtiment et donc de savoir l'époque de la construction de ce bâtiment. Et donc, nous avons daté ainsi plusieurs maisons dans le bourg de Montignac, mais également le repère noble de Cramirac dans la commune de Serjac, ou encore la tour maîtresse du château de la Salle à Saint-Léon-sur-Vézère, ou encore l'immense halle de la minoire de la Forge aux Ézys. Ou encore, bien sûr, le château de Los que vous voyez en haut à droite à l'écran. Donc voilà, nous allons mener également des analyses d'ordre chronologique également au BUG, et notamment nous pensons mener ce type d'analyse sur l'une des maisons de Malmussou qui présente précisément, enfin en chronologie relative pour l'instant, des éléments apparemment du XIVe siècle, du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Nous avons réussi à distinguer 4 phases d'évolution du bâtiment, et c'est précisément ce que va nous permettre
préciser les analyses d'ordre chronologique, c'est dater justement chacune de ces phases de manière beaucoup plus précise, peut-être à l'année près, on l'espère. Donc voilà, parmi les perspectives à venir. Donc, et puis, alors, il s'agit bien sûr d'une datation pour ce bâtiment-là, ça va nous raconter l'histoire de ce bâtiment, de son évolution au cours du temps, mais ça va nous offrir aussi un marqueur chronologique sur lequel on va pouvoir se raccrocher par rapport à d'autres édifices que nous avons pu croiser lors de notre étude avec Jean sur le terrain, des formes de cheminées comme celles que vous avez à gauche, ou voir des types d'assemblages que nous avons pu voir dans les charpentes, et ça va nous permettre justement de préciser, de redater peut-être un certain nombre de bâtiments que nous avons pu voir lors de notre enquête de terrain avec Jean. Et du coup, de dater non pas un édifice, mais finalement tout un ensemble d'édifices sur ces critères. Et donc, la commune du Bug va se rajouter dans l'ensemble de cette opération d'inventaire de la vallée de la Vézère, de cette trentaine de communes que compte l'opération d'inventaire de la vallée de la Vézère. Et donc, on va continuer à archiver toutes les données recueillies pour constituer des dossiers d'inventaire, ce que nous appelons des dossiers d'inventaire, et qui seront appelés à être mis en ligne et donc consultables par le public. Et donc, comme vous le voyez, comme vous le montre cette carte à l'écran, cette carte vous montre les communes concernées par l'ensemble de l'opération, mais également vous montre en vert plus foncé toutes les communes dont les dossiers sont déjà en ligne et celles qui sont bien sûr appelées à l'être dans les prochains mois, et notamment bien sûr les dossiers de la commune du Bug. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse le dernier mot à Jean pour la conclusion. Voilà, et donc oui, merci encore pour nous avoir suivis dans la présentation de cet inventaire du Bug, et je finirai surtout en précisant donc que tous ces travaux ont vertu à être diffusés pour le plus large public possible, donc à la fois via les dossiers en ligne sur le site de l'inventaire de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi par voie papier, par livre. On peut déjà mentionner la publication de La vallée de la Vézère en Périgord, la fabrique d'un paysage, en 2016, donc à mi-parcours de l'opération. Évidemment, un autre livre sera publié lorsque l'ensemble des communes auront été inventoriées. Merci encore pour votre attention et à suivre pour la suite de l'opération. Merci beaucoup.